Kikou les amis, et bien voilà, nous voici arrivés au musée de Montormel, d'où les Allemands tiraient sur tout ce qui arrivait. Donc, dans la vallée, là, la route, c'est le couloir de la mort. Je vais vous le lire parce que je crois qu'avec les ça va être difficile. La première division blindée polonaise dans la bataille de Normandie pour Chambois, Montormel, du 18 au 21 août 1944. Comme on peut voir ici, il était difficile d'approcher sans se faire mitrailler. Et voilà, espérons de ne pas les voir ressortir avec tout ce qui se passe en ce moment. Quand on voit ça maintenant, regardez-moi ça, quel beau paysage. Et il y en a tellement qui sont tombés ici. Bien entendu, toujours avec nos amis Martine et Jean-Luc. Je vais aller vous prendre quelques explications. Vous faites pause comme d'habitude. Pour moi, il y en a juste un de trop, celui de l'Europe. Ça n'engage que moi. Et voilà, ça fait avec tous les restants de balles et d'autres matériaux retrouvés ici sur le champ de bataille.
Là, une vue de la route de la mort. Et voici maintenant. Espérons que ça restera toujours ainsi. Ici, nous avons une vue aérienne. Avant, à cette époque, et maintenant. Espérons que comme je disais tantôt, espérons qu'on ne verra jamais plus le pendant. Voici tout ce qui a été récupéré sur les lieux du combat. Brancard de l'époque. Le 12 juin, la zone libérée s'étend du nord de Carentan à celui du camp. La nuit est libérée. Les Américains progressent au sud, en direction de Saint-Louis. Malgré ce succès, les combats sont rapides dans une longue et coûteuse guerre d'usure, en particulier autour du camp. La tempête du 17 juin endommage les ports artificiels de Saint-Laurent-sur-Mer et d'Archange. Cherbourg, port en eau profonde, devient essentiel au ravitaillement. Le 30 juin, Cherbourg et tout le nord de Rotterdam sont libérés. Les Alliés attaquent au sud de Carentan, en direction de Saint-Louis et de Coutances. La progression américaine vers Saint-Louis se heurte à une résistance acharnée des Allemands, connue sous le nom de guerre des airs, qui va durer près d'un mois, avec des pertes énormes de part et d'autre. À l'est, les Allemands tiennent toujours camp, qui ne sera libéré que le 18 juillet. Le 20 juillet, les Américains pénètrent dans Saint-Louis, détruits à 80%, ouvrant la voie vers Coutances et Lille. Le 25 juillet, après un bombardement massif, le front ennemi est percé à l'ouest de Saint-Louis. C'est le début de l'opération Cobra, avec comme objectif la Bretagne et la partie ouest. Les Anglais et les Canadiens continuent leurs attaques au sud de Caen, empêchant les Allemands de rejoindre le sud de Rotterdam. La progression est très rapide. Le 28 juillet, les Américains prennent Coutances. Au soir du 30 juillet, non seulement Granville et que les voiles sont libérées, mais aussi Archange, porte d'entrée vers la Bretagne. Le 6 août, les Américains sont aux portes de Brest, mais le couloir entre la mer et les premières positions allemandes mesure quelques kilomètres. Dans la nuit du 6 au 7 août, Hitler lance la 7e armée allemande en direction de la Manche afin de couper son couloir et d'isoler les Américains en Bretagne. Grâce à l'intervention des chasseurs bombardiers de la RAF, l'offensive allemande est clouée au sol.
Les Alliés décident alors de contourner le front allemand par le sud. Le 9 août, les Américains du 15e corps, pendant la 2e division blindée française, libèrent le Mans avant de repousser la 9e Panzer-Division en direction d'Alençon. L'offensive alliée se poursuit sur toute la ligne de front du sud de Caen, à l'est de la Manche, vers Falaise, Flers et Mortain. Le général Bradley propose à Eisenhower d'effectuer une manœuvre en tenaille se refermant de Falaise pour encercler l'armée allemande. Le 12 août, le 15e corps américain progresse vers le nord, tandis que la 2e division blindée française, après avoir libéré Alençon, pénètre dans les tranchées. Plus au nord, la 2e armée britannique et la 1re armée canadienne progressent vers le sud. Les deux fronts, enfermés une poche de falaise, ne sont séparés que de 30 km. Les 20 divisions allemandes encerclées, totalisant 130 000 à 150 000 hommes, sont constamment bombardées tant par l'artillerie que l'aviation. Inquiet du risque de tirs amis, le général Bradley refuse au général Patton, commandant la 3e armée américaine, de continuer sa progression vers Falaise. Bien qu'Hitler ait ordonné à ses généraux de se battre sur leur position jusqu'à la mort si nécessaire, le général Hauser décide d'évacuation d'une division blindée. L'aviation alliée bombarde sans relâche les poches, véritable terrain d'entraînement pour les pilotes de chasseurs bombardiers qui disposent d'un nombre impressionnant de cibles. Le 14 août, au nord, la 53e division d'infanterie britannique, les 2e et 3e divisions d'infanterie et la 4e division blindée canadienne, ainsi que la 1re division blindée polonaise, passent à l'offensive pour fermer la poche de Falaise. Le 15 août, Hitler renonce au projet de rétablir la ligne de front en direction de la Manche. On lui annonce simultanément le débarquement allié de Provence, l'arrivée des Russes aux frontières orientales du Reich et le soulèvement de Varsovie. Hitler dira que le 15 août fut le pire jour de mon existence. Le 16 août, la poche de Falaise est formée. Le 30e corps britannique est au nord de Flers et tient compte sur le bras. Le 12e corps britannique contrôle la D511 à l'ouest de Falaise. La 2e division d'infanterie canadienne se bat pour libérer Falaise. Et la 4e division blindée est aux environs du manteau du Bœuf. La 1re division blindée polonaise franchit la ligne à Jor. Le 19e corps américain encercle Flers. Le 7e et le 15e corps tiennent le front sud de Briouze à l'est de Bourg-Saint-Gothard. La 2e division blindée française a libéré et couché. Le Bourg-Saint-Gothard, aux mains des Américains, est perdu après une contre-attaque allemande. Hitler autorise un repli de troupes vers l'est, derrière l'Orne, puis derrière lui. Nous allons maintenant retrouver une partie de ces lignes de front sur cette maquette représentant une poche de Falaise. Tout d'abord, un repérage géographique. Nord, l'ouest, l'est et le sud. Le front nord avec les Britanniques, qui tiennent le D511 à l'ouest de Falaise, les Canadiens, les Falaises, aux environs du Mans, et les Polonais, qui ont franchi la ligne à Jor. Le front sud avec les couchés, occupé par la 2e division blindée française, et les Américains, au sud d'Argenton et du Bourg-Saint-Gothard. Le repli du troupes allemandes vers l'est, derrière l'Orne, puis derrière la Bible, le 17 août,
au sud-ouest de la poche, les Britanniques, et les Américains effectuent leur jonction et repoussent les Allemands vers l'or. Au nord, la deuxième division d'infanterie canadienne libère Falaise, tandis que la quatrième division canadienne, qui a pris Morteau, et la première division polonaise progressent vers Train. Au sud, la 90e division d'infanterie américaine, après de violents combats, prend le contrôle du groupe Saint-Léonard dans la soirée. En dépit de bombardements continus des artilleurs et leurs alliés, de jour comme de nuit, près d'un tiers des Allemands ont réussi à quitter le champ. Sur ordre de Montgomery, Train devient l'objectif des Canadiens et Chambois celui des Polonais, qui traversent la route reliant Train à Villeneuve. Au soir du 17 août, la largeur du couloir disponible pour les Allemands est de 22 km. Le 18 août, à l'ouest, la 11e division blindée, appuyée par la 59e division d'infanterie britannique, repousse les divisions d'infanterie allemandes vers l'est, tandis que la 51e division d'infanterie progresse au sud-ouest de Falaise. Au sud, les Américains remontent également vers l'Orne et vers Argentan. Ils atteignent la forêt de Boufferne face à l'entier fourni des Allemands. Le front de l'Est suit la Nive, avec la 4e division blindée canadienne qui prend le Train, tandis que les Polonais s'emparent des côtes 259 et 240, note qui indique les hauteurs de ces collines sur les cartes de Major. À partir de ces deux collines, les Polonais lancent des reconnaissances vers Chambois. Au soir du 18 août, les Britanniques ont franchi la nationale 158 au sud de Falaise. Les Canadiens tiennent le Train, les Polonais sont à Écorche et les Américains continuent leur remontée du Bourg-Saint-Léonard vers Chambois. Les Allemands ne disposent que d'un couloir de 3 km, traversé de l'île au pont de Saint-Lambert et de Chambois. Près de 55 000 Allemands se sont déjà échappés de la poche, soit 40% des troupes encerclées depuis le 13 août. Au matin du 19 août, à l'ouest, les Britanniques ont repoussé la quasi-totalité des Allemands derrière la N158. Les Canadiens, partis de Train, entrent dans Saint-Lambert. Au nord, les Polonais quittent les côtes 259 et 240 et lancent leurs attaques vers Chambois et vers la côte 260 du nord qu'ils prennent à midi. Cette colline, surnommée Machuga et où nous sommes, domine la route de Chambois à Villeneuve. Les Canadiens prennent position sur les côtes 259 et 240. Au sud, la 80e division d'infanterie américaine attaque à l'est d'Argentan et la 90e division d'infanterie atteint les premières maisons de Fresnes et de Chambois. Au sud-est, le groupement tactique d'Anglade, la 2e division blindée française, coupe la route de Chambois à Guest et progresse vers Fresnes. Au soir du 19 août, le front s'est déplacé vers l'est. Les chars polonais de la côte 260 du nord tirent sans relâche sur les colonnes allemandes qui ont traversé la Nive entre Saint-Lambert et Chambois et tentent de quitter la poche par le Rémy, bientôt appelé
le couloir de la mort. Les Polonais entrent dans le champ noir par le nord et rejoignent les Américains à 19h. La soudure entre les troupes canadiennes, polonaises et américaines n'est que partiellement réalisée. Vers 22h, les Allemands tentent une percée et reprennent le pont de Saint-Lambert. Le matin du 11, la 2e SS et la 9e SS Panzer-Division, déjà sorties de la poche, contre-attaquent vers l'ouest. Elles se heurtent aux Polonais de la côte 270 nord et aux Canadiens des côtes 259 et 240. Les Polonais, à la fois sous les feux de cette contre-attaque et ceux des Allemands quittant la poche, subissent de lourdes pertes et doivent se replier au sommet de la côte 260 du nord, laissant ainsi des chemins de repli aux Allemands. Les combats sont également très violents sur la ligne de la Nive, à Chambois, tenu par les Américains, à Magny et Saint-Lambert, tenu par les Canadiens. Le couloir de la mort est constamment bombardé par l'artillerie alliée. Le désordre de repli indescriptible, les carcasses suivantes de véhicules, les corps des Allemands, les chevaux qui servent à leur évacuation jour et nuit, offrant un spectacle terrifiant, une armée en violence. Plus de 200 chars, près de 1000 pièces d'artillerie et autant de véhicules militaires sont détruits ou abandonnés. Seuls les ponts de Saint-Lambert et le gué de Moissy permettent aux survivants de fuir. Pour les traverser, les blessés et les épaves des véhicules sont précipités dans la ville. Les combats se poursuivent dans la nuit du 20 au 21 août. Les Allemands, poursuivis par les Britanniques, convergent vers Saint-Lambert. Les Polonais de la côte 272 nord résistent toujours aux attaques allemandes. Bien qu'ils ayant perdu 16 officiers, 335 sous-officiers et soldats, ainsi que 11 baraques, les Polonais capturent près de 700 prisonniers allemands. Le matin du 21 août, les Canadiens attaquent depuis les côtes 259 et 240 et parviennent à 600 mètres des Polonais qui attaquent à leur tour pour les rejoindre. Ils y vont ensemble sur la côte 262 nord en repoussant les attaques allemandes. La poche est fermée. Cette participation héroïque des Polonais vaudra à Machuga le nom de Konigsberg-Field, champ de bataille polonais. À l'ouest, les Britanniques libèrent Nibleu et Bayonne. Sur les berges de la Nive, à Train, comme à chaque fois, les redditions sont de plus en plus nombreuses. Au centre de la poche, Saint-Lambert et Tournai toujours tenus par les Allemands. À Tournai, 2 lignes allemandes finissent par se rendre grâce à l'intervention de la Belgique. Le 22 août, à 8h, les généraux britanniques et américains effectuent leur jonction à Tournai-sur-Yves, marquant ainsi la fin de la bataille de la poche de Falaise. Si près de 10 000 soldats allemands ont trouvé la mort et près de 40 000 étaient faits prisonniers, 50 000 ont réussi à sortir et se précipitent vers la Seine. Et voilà les amis, je ressors du mémorial de Montormel. C'est une vidéo totalement différente, je ne sais pas si elle vous intéressera. Voilà, maintenant je vais quand même dire merci à ceux qui l'auront regardé. C'est une partie de l'histoire. Et comme d'habitude les amis,
Hasta luego.